Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Vous savez, chaque numéro est l'occasion pour Tristan MonestFrance, Rudy Reichstadt et moi de nous immerger dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Alors cette semaine, on en a du pain sur la planche. Il sera question de Musk, de Donald Trump, de la rumeur que Brigitte Macron est un homme qui n'en finit pas d'exciter la complosphère, pardon. Mais on va commencer, puisque s'ouvre aujourd'hui, lundi 10 février, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris, pour parler d'IA et de complotisme. Vous avez consacré tous les deux un complorama à la question. Le titre du complorama, je l'ai trouvé assez pessimiste, hein. IA et complotisme, l'alliance toxique. Alors racontez-nous un peu cette alliance toxique et puis on va parler un peu aussi de ce que peut faire l'IA par rapport à la désinformation. Ouais. Alors, il faut juste espérer qu'il ne va pas y avoir une overdose d'IA dans la semaine qui vient parce que c'est possible, tout le monde en parle, donc on va essayer de ne pas non plus vous trop vous fatiguer sur ce sujet-là. Bon, alors, effectivement, on a fait un complorama, on essaie d'explorer un petit peu l'impact de l'IA dans la complosphère de façon globale. Et puis, pour faire très très court, en gros, il y a une ambivalence, hein, comme tous les outils. Il y a un aspect délétère, hein, donc une utilisation qui permet d'accélérer la construction de récits conspi, qui permet de les alimenter d'un côté. Et puis de l'autre, on a aussi des cas, et on a voulu le dire et le montrer, hein, il y a quand même pas mal de cas où l'IA peut être utile pour lutter contre le complotisme. Hein. Donc on donne quelques exemples, effectivement, un peu là-dessus. Mais de façon peut-être un tout petit pas de côté sur ces questions d'IA, il y a effectivement les effets collatéraux de l'IA. Alors on l'évoque un peu dans le complorama, le fait qu'aujourd'hui il y a une sorte de suspicion généralisée sur les contenus crédibles, sur les contenus réels. C'est-à-dire que le fait qu'il existe des IA fait que quand les gens sont exposés sur les réseaux sociaux à une vraie image de l'AFP, ils se disent est-ce que c'est pas produit par l'IA? Donc ça, c'est un effet collatéral qui n'est pas induit par la mécanique elle-même, mais qui se traduit par une suspicion généralisée sur des contenus légitimes. Donc ça, c'est un des problèmes collatéraux. Et puis il y en a un deuxième que je trouve assez drôle et on en parle peu. Il faut dire qu'il y a peu de cas qui peuvent s'en approcher, mais c'est l'utilisation de l'IA par certains pour essayer de se défendre d'avoir mal agi. Alors je vous donne un exemple plus spécifique, il y en a un ou deux, mais en tout cas un exemple qui me vient évidemment à l'esprit, c'est un épisode en 2022 avec Dieudonné, qui est traîné devant les tribunaux pour une vidéo qu'il avait produite, qui était ordurière, diffamatoire, insultante. Et qui n'était pas générée par IA, jusqu'à preuve du contraire. Et oui, et la défense effectivement de Dieudonné devant les tribunaux, c'était de dire mais cette vidéo, cette personnage que vous voyez dans la vidéo, cette personnage qui parle, ça n'est pas moi, c'est quelqu'un qui a généré effectivement un contenu généré par IA. Donc c'était une des premières fois que je voyais devant les tribunaux une tentative de défense en expliquant que le contenu dont on m'accuse d'avoir produit, ça n'est pas moi, c'est une IA. On voit déjà le début du commencement, encore une fois, d'un effet collatéral un peu de ces IA aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que devant les tribunaux, c'est probablement quelque chose qu'on va entendre un peu plus fréquemment dans les années qui viennent. Surtout mais surtout qu'un contenu généré par IA, on peut éventuellement le prouver qu'il a été généré par IA. Pas toujours, mais on peut essayer de voir par des traces. Tu sais, si tu génères un personnage avec 6 doigts, a priori, c'est bon. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, mais quand même. Mais un contenu réel dont tu expliques qu'en fait, il a été généré par IA à ton insu et que donc ça n'est pas toi. C'est compliqué. C'est difficile à prouver. Alors évidemment, Dieudonné n'a pas apporté la preuve que c'était... Mais effectivement, c'est peut-être un cas de figure qui va se reproduire. J'en doute pas. Et puis dans la matière qu'on observe, nous, qui est le complotisme, les théories du complot, il y a eu une intelligence artificielle, je mets les guillemets, célèbre, qui est Zoé Sagan, qui est tenue par le publicitaire Aurélien Poisson-Atlan, qui est un compte X qui a diffusé notamment la rumeur selon laquelle Brigitte Macron est un homme. Comment tu vois les choses? Comment tu analyses les choses par rapport à ça, par rapport à cette personnalité qui se déclare intelligence artificielle? Bah oui, ça aussi pareil, quelque chose que je trouve assez intéressant parce qu'on est encore dans cet artifice de
je ne veux pas prendre, ou j'essaie de me cacher derrière une supposée IA pour ne pas assumer les propos que moi-même je tiens et qui seraient problématiques, toxiques ou délétères ou condamnables. Voilà. Et là, on a effectivement cet individu qui explique que ce compte Zoé Sagan, qui pour l'instant a sauté sur les plateformes sociales, n'est quelque chose qui a sa vie propre. Oui, c'est ça. Et que si jamais, évidemment, ce compte-là devait dire des choses problématiques, bien, ça n'est pas lui qui en est responsable, c'est son IA. Et là, on est un peu sur le même registre de la défense que de Dieudonné, qui est une façon, encore une fois, de dire des choses problématiques, dégueulasses, et de ne pas en porter la responsabilité, en projetant sur une IA réelle ou fantasmée. Personnellement, je doute que cette Zoé Sagan soit quoi que ce soit d'une IA. Il est une production fictive de cet individu. Bien sûr que non. C'est pas une IA automatisée, c'est un compte X qui doit être activé par quelqu'un de physique. Bien sûr. Donc, voilà, c'est même pas un chatbot. Non, mais c'est même pas un chatbot. Quoi. Alors, effectivement, en tout cas, lui se défendra en disant que la production de ce qui est écrit est peut-être le fruit de quelque chose. Oui, ça probablement, qui fait passer tout ça dans ChatGPT ou un autre moteur. Peut-être. Mais ça ressemble à ça, parce que parfois, c'est des trucs hyper longs. Donc, oui, probablement qu'il cède un peu, mais bon, bref. En tout cas, une manière de se défausser de ses responsabilités. Absolument. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, pour éviter cette alliance toxique ? Là, il y a une initiative qui est lancée ce soir, lundi soir, 10 février, qui s'appelle l'Alliance pour les faits. Ouais. Comment les journalistes, les médias peuvent travailler justement autour de cette question de l'IA ? D'abord en essayant de comprendre, en essayant de réunir les meilleurs experts sur le sujet pour essayer de voir quelles contre-mesures on peut imaginer, en mettant le plus de monde dans la boucle et de monde concerné par la question de la qualité de l'information en démocratie, parce que ça va avoir des effets de bord sur notre capacité à continuer à vivre en démocratie, puisque la question de l'information, et de l'information fiable, elle est au cœur du débat démocratique. Si on ne sait pas ce qui s'est passé dans la réalité, si le débat porte sur des choses qui sont fausses, sur des fake news, non seulement on perd du temps, c'est pas très grave à la rigueur, mais surtout ça en fausse tout le débat et donc les solutions qu'on peut apporter à des problèmes qui sont complexes. Oui, et puis il y a aussi quelque chose pour une note positive, disons. L'IA peut être aussi quelque chose qui n'est pas forcément inquiétant en termes d'information. Si on se limite par exemple aux principales grandes plateformes populaires aujourd'hui, c'est ce qu'on a d'ailleurs dit dans le Complorama, quand on les essaye sur des items complotistes, 99% du temps, l'IA va vous répondre quelque chose qui est relativement bien bordé. Si on parle du 11 septembre, si on parle tu parles de ChatGPT par exemple. Ou Gemini, ou les plus populaires. Et chat aussi, probablement. Et le chat aussi. Et donc là, si on dit est-ce que l'alunissage, est-ce qu'on est allé sur la Lune, est-ce que les pyramides ont été faites par des aliens, bref, sur tous ces items-là, il y a honnêtement pour le gros des récits conspi, ils sont relativement bien contrôlés sur ces IA modérés. Maintenant, il existe des IA qui, elles, ne sont pas du tout modérées ou qui ont même un biais conspi super fort. Alors, penses à DeepSeek ? Alors, il y a DeepSeek qui a effectivement qui est chargé idéologiquement, mais j'en prenais encore plus caricatural, vraiment pour ce qui est de nos théories complotistes. C'est celui qui a été lancé par Gab, Andrew Torba, qui est donc cet Américain complotiste extrême droite, exalté, qui a lancé effectivement ces plateformes sociales, et donc ces différentes IA, qui elles sont totalement conspi. C'est-à-dire qu'elle renforce finalement le biais de celui qui va taper. Est-ce que le 11 septembre a vraiment existé ? Est-ce que c'est un coup de la CIA ? Exactement. Donc là, il est vraiment sur ce registre-là. Donc la seule inquiétude à moyen long terme, c'est est-ce que toutes ces IA, quelles sont les IA qui vont gagner en gros la bataille de l'attention, quoi. En gros, c'est quelles sont qui vont gagner le marché de l'attention. Si c'est les grandes publiques, je suis moins inquiet que s'il y a un éclatement de ces IA et qu'on a une IA qui vous donne la lecture de l'histoire de l'humanité via le filtre de la propagande chinoise, si c'en est une iranienne, si c'en est une turque, si c'en est une pour chacun des pays du monde, s'il y a un éclatement, une balkanisation de ces IA où chacun fait la sienne, on risque d'avoir un marché énorme, un éclatement, et quelles sont celles qui vont gagner, disons, ce marché global de l'information. Oui, je renvoie nos auditeurs à la très bonne vidéo qu'on a faite avec Perla Msika sur justement DeepSeek, avec des résultats assez étonnants, donc je vous laisse découvrir ça. Voilà. Alors,
peut-être le deuxième sujet cette semaine, ou le gros sujet de la semaine, hein, c'était vraiment cette haro sur l'État fédéral, sur l'État profond qu'ont lancé Musk et Trump. Hein. Ils l'avaient promis durant leur campagne électorale de novembre, et on peut dire qu'ils appliquent ce qu'ils avaient dit. Leur cible, cette fois-ci, c'est l'USAID, hein, donc l'USAID, qui est l'agence des États-Unis pour l'aide au développement. Alors, une vidéo a expliqué, qui a été vue plusieurs millions de fois, a expliqué que finalement cette agence servait à envoyer des acteurs américains hollywoodiens en Ukraine. Ouais. Comment on peut analyser cette séquence? Est-ce qu'on n'est pas là dans l'ultime vengeance de Trump et de Musk contre ce qu'ils appellent, eux, l'État profond? Clairement, on est dans une séquence qui est folle. Alors, juste en amont de cette séquence, ce qui est fou, c'est qu'on est dans une sorte de saturation informationnelle folle. On a vraiment l'application à la lettre de la stratégie de Bannon, hein, qui est flood the zone with shit, et ils le font particulièrement bien, au point que même on a du mal à hiérarchiser un peu les sujets, tellement il y en a à la queue leu-leu. Chaque jour, ils sont lourds, on se lève le matin en se demandant qu'est-ce que Trump va sortir sur la scène internationale de délirant, et une fausse information ou un délire en chasse encore un autre. Bref, là on est plutôt sur ce moment un peu USAID, bon, je vais le prononcer comme ça, qui est un moment d'excitation et d'effervescence absolument folle, parce qu'il y a une sorte de projection ou de cristallisation sur cette institution de beaucoup de fantasmes. Hein. C'est une convergence de fantasmes. Tu parlais évidemment de l'État profond, il en serait une expression, mais pas seulement de l'État profond, mais d'un État profond qui serait un acteur à l'international, qui serait un acteur qui cherche à influencer la planète. Et un facteur de déstabilisation. Un facteur de déstabilisation à l'intérieur duquel on projette. Et là, c'est la fête vraiment, chacun y met ce qu'il a envie dedans. Hein. Musk, il la qualifie d'organisation criminelle qui mène les basses œuvres de la CIA et de se livrer aussi à une censure sur Internet. L'USAID aurait, selon Musk, financé des recherches sur les armes biologiques, dont le Covid-19. Honnêtement, c'est une sorte de valise ouverte dans laquelle ils se jettent absolument tous. Accusations purement gratuites. Hein, purement gratuites, ouais. Il y a les accusations, par exemple, de tout, a priori, tout bouleversement social planétaire. Qui s'est traduit par exemple en 2014 en Russie ou n'importe où autour de la planète, ils vont considérer que s'il y a eu des manifestations contre un régime quel qu'il soit, probablement l'USAID est intervenu quelque part dedans. Donc en gros, c'est devenu une sorte de personnage fictif, hein, sur lequel on projette absolument tous les fantasmes. Mais ce qui est absolument terrible dans cette séquence-là, c'est que là, il s'attaque à une institution qui peut être critiquable parce que c'est évidemment une structure de soft power américain. Un outil du soft power américain, oui, bien sûr. C'est le cas. On ne peut pas le nier. Oui, c'est une des fonctions de cette institution, c'est de faire du bien ailleurs pour qu'on ait une bonne image des États-Unis. Mais son rôle essentiel aujourd'hui, concrètement, pratiquement, c'est d'aider des programmes de soutien médicaux à travers la planète, humanitaire. Là, j'ai quelques chiffres, quand même, mais là, le fait qu'ils aient suspendu cette institution, c'est une institution qui, par exemple, aux Philippines, dépensait 190 millions de dollars pour les vaccins contre la tuberculose ou sur des fonds pour des victimes à la violence. En Afrique, il finançait un programme de lutte contre le paludisme à hauteur de 1 milliard par an, ce qui est 40% des finances totales de la planète sur cette question qui fait des dizaines, des centaines de millions de morts. On parle d'une institution de cet ordre-là. Et ce qui est fou dans ce moment, dans cette séquence, la dynamique de ce récit complotiste, c'est que l'essentiel de ce qu'est cette institution passe à la trappe. Et on focalise sur des bribes de mélange de désinfos, de mésinfos, de mésinformations, de choses approximatives, de choses décontextualisées, de choses parfois vraies et peut-être condamnables sur certains programmes qui peuvent être critiqués sur des politiques, je sais pas, liées à la diversité dans certains pays. Peut-être que le programme est discutable. Mais il y a une focalisation sur cette sur l'accessoire, quoi. Ouais, sur vraiment l'accessoire. Et le résultat, c'est que l'essentiel de ce truc-là fait qu'on va avoir des millions de gens qui ne vont pas avoir des traitements ou dont les programmes vont être asséchés ou
entraver le temps de cette excitation, de cette exultation complotiste autour du l'USAID. Et je note que dans ce moment-là, tu évoquais à l'instant cette vidéo. Vidéo qui a été qui s'appuie sur des images détournées, qui est une voix off générée par intelligence artificielle et qui usurpe l'identité d'un média qui s'appelle E-News. Et qui, il semblerait, aurait été produit par des entités qui gravitent probablement autour de la Russie. Je fais mes précautions, mais en tout cas les spécialistes semblent indiquer que ça viendrait, c'est une production qui viendrait de là. Donc là on est sur un moment. Et j'insiste un peu là-dessus, donc là tu parlais d'IA, aussi, on est vraiment dans une concentration, une convergence folle, mais que pour la Russie, la désinformation russe, mais c'est un moment rêvé. Les États-Unis s'autopilonnent, s'autodétruisent en attaquant leurs propres institutions, qui sont notamment les institutions de soft power à l'international. Donc les Américains sont en train de faire le travail des Russes. Et les Russes, tout ce qu'ils ont à faire, c'est à lâcher dans cette soupe en ébullition des petites bribes de désinformation qui font le circuit traditionnel de toute information russe, c'est-à-dire relayée par quelques influenceurs conspi, qui sont repris par quelques médias alternatifs américains, plutôt conservateurs, qui sont après repris par quelques politiques, et ça vient s'échouer sur un tweet d'Elon Musk. Ce circuit-là est totalement facilité, en plus aujourd'hui, avec, je te dis, on parlait de cette convergence folle, par le fait que tout cet écosystème qui s'appuie sur les réseaux sociaux est aujourd'hui totalement dérégulé, où la modération est réduite à presque rien. Donc on a un système qui est presque, j'allais dire, optimisé pour que toutes des informations, notamment étatiques russes, puissent infecter naturellement les séquences américaines. J'ai précisément un exemple pour illustrer ça. C'est une séquence publiée il y a quelques jours d'une interview d'un retraité de la CIA, donc un type à la retraite, sur Sputnik. Donc média de propagande russe, directement contrôlé par le Kremlin, qui explique que l'USAID était en fait un outil clandestin de la CIA destiné à faire valoir la propagande mondialiste, en faisant le lien avec George Soros, etc. On a envie de lui dire, bon mais monsieur, quand vous travailliez à l'époque à la CIA, qu'est-ce que vous faisiez alors Donc, mais surtout, l'USAID, pour que les gens comprennent bien, c'est l'équivalent américain de l'Agence française pour le développement, l'AFD, c'est-à-dire c'est tout simplement l'institution qui orchestre l'aide au développement international des États-Unis d'Amérique. Bon, pour bien comprendre, pourquoi les États autoritaires nous font la guerre ou font des tentatives de déstabilisation de nos démocraties. Ils le font, ces régimes autoritaires, parce que l'existence de démocratie à leurs frontières est une menace existentielle pour eux. La Russie comprend bien que en Ukraine, en Géorgie, quand on se tourne vers l'Ouest, on se tourne vers le monde libre, ce qu'on appelle depuis 1945 le monde libre, c'est-à-dire des espaces de prospérité économique et souvent de libre-échange aussi, mais surtout de liberté publique et de pluralisme. Bon, ça, ce sont des menaces constantes. L'existence même à leurs frontières de démocratie est une menace constante, existentielle pour ces régimes. Bon. De l'autre côté, que fait le monde libre? Ce que font les démocraties occidentales, c'est effectivement d'essayer de travailler à créer un environnement plus favorable pour les libertés publiques, pour leurs valeurs, parce que elle voit bien que les dictatures ou les régimes autoritaires sont aussi des menaces pour elles-mêmes. Et donc, ça a été, pendant la guerre froide, le financement, par exemple, de Radio Free Europe, qui venait en aide aux dissidents, qui faisait valoir un discours qui contrait la propagande soviétique, était une propagande épaisse, qui expliquait que en Occident, c'était vraiment c'était l'enfer sur Terre. Il faut voir ce qu'on doit entendre aujourd'hui encore en Corée du Nord, s'agissant de l'Europe ou aux États-Unis. Donc, l'USAID a aussi financé ce type d'instruments de soft power comme des médias ou des ONG qui défendent les droits des minorités, qui luttent contre la corruption, etc. Quand on est démocrate, quand on est attaché aux valeurs démocratiques, on ne peut pas s'en plaindre. C'est plutôt de l'argent bien utilisé. De la même manière, tout ce qui relève de la santé publique, de la vaccination,
si ça fait en sorte que les gens soient en meilleure santé, si ça accélère les transitions démographiques, si ça fait diminuer la souffrance globale, et ça permet de tirer des pays hors de la dictature, etc., tant mieux. L'USAID finançait beaucoup d'éducation aussi, d'éducation des filles. Donc, prendre prétexte de quelques programmes, de quelques financements controversés, sur lesquels, comme tu dis, il peut y avoir débat, pour tuer entièrement ce programme. On parle de 10 000 agents américains mis au chômage du jour au lendemain, de 40 milliards, je crois, de dollars de budget d'intervention annuel. Enfin, c'est absolument considérable. Alors, ce que je comprends, c'est que l'aide d'urgence, sur certains points, va être maintenue quand même, mais que pour l'essentiel, pour l'instant, c'est un gel total de l'aide américaine. Ils sont en train de détruire aussi toute la mécanique. Quand on sûr. Avec des gens qui savent travailler, qui savent faire ça. Ça va impacter terriblement cette institution. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais peut-être faire un parallèle. C'est la démarche d'Elon Musk, la façon qu'il a d'opérer sur cette séquence-là. Il part avec une équipe de jeunes qui viennent de je ne sais où. De ces boîtes. Essentiellement de ces boîtes, évidemment. Et qui va dans des institutions, donc ça, l'USAID ou d'autres structures sur lesquelles il veut aller, et il fait genre, voilà, je vais lever le capot. Je vais dedans et je vais rendre public, je vais faire une sorte de transparence. C'est le même narratif que sur les Twitter Files. Voilà. Et oui, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, il y a un parallèle assez fou dans cette mécanique qu'il a de travailler, qui est un packaging de com. Donc le packaging de com... Il faut peut-être rappeler ce que sont les Twitter Files. Oui. Lorsque Musk prend le contrôle de la plateforme en octobre 2022, il dit, voilà, maintenant je vais vous montrer tout ce qu'on a caché, etc. Et en fait... pas grand-chose, la coopération en matière de modération, notamment des contenus, mais ça suffit à exciter la complosphère. Alors regardez, c'est scandaleux, vous allez payer, etc. Et là, effectivement, le parallèle est... Et oui, parce qu'on a les mêmes, à la fois, vraiment les mêmes scories, enfin les mêmes travers sur la séquence des Twitter Files que sur l'USAID. En gros, c'est de prendre quelques exemples qui peuvent être discutables, sur la modération sur Twitter, etc., où il y a des choses on peut discuter, etc. Mais de transformer tout ça en... Il y avait un état... C'est en gros le discours de Twitter Files. Il y avait un état profond qui cherchait à orienter l'opinion publique générale, qui cherchait à écraser toute opposition systématiquement, ou d'exagérer certaines choses qui peuvent être, encore une fois, critiquables. C'est toujours la même chose. Mais de déformer cette séquence pour... la transmuter en un combat titanesque contre une entité mystérieuse qui serait le Deep State, l'état profond. Et on a la même chose, en gros le même registre, le même individu, Elon Musk, qui, dans ce modèle qu'il a mis en place avec les Twitter Files, on voit qu'il le plaque sur l'USAID et sur les autres institutions, avec cette promesse d'un grand soir, quelque part, informationnel, en se parant de la tenue de celui qui va... du dévoilement, oui, celui qui va dévoiler. Exactement, qui va lever le voile sur les grands mystères de cette structure monstrueuse, sombre, qui impacte nos sociétés, qui cherche à nous détruire, à nous abaisser, etc. Et donc, on sent l'exaltation qu'il y a de la complosphère autour de tout ça. Et donc, on est sur ce même registre-là. Et ce qui est terrible, c'est que les Twitter Files, il en reste quelque chose. Dans l'imaginaire collectif. On a encore des gens qui parlent des Twitter Files encore aujourd'hui, en omettant encore une fois le caractère très marginal des travers qui pouvaient être discutables. Avec ce goût amer qui reste, enfin pas ce goût amer, avec cette suspicion qu'ils ont réussi à alimenter à l'époque, sur le fait qu'il y avait quand même quelque chose de pas net du côté des démocrates. Il y avait quelque chose qui se passait pas... Surtout du côté des démocrates. Et là, on en revient sur la même chose, sur ce moment-là, mais cette fois-ci, lâché sur des énormes institutions. Avec toujours, je le note aussi, toujours la même cible, les démocrates. Mais que je sache, Trump était en place lorsque l'USAID avait ses programmes. Je rappelle que tous les financements de l'USAID ne viennent pas de l'État profond, ne sont pas validés par l'État profond, ne sont pas scrutés par l'État profond, mais par le Congrès, ligne à ligne de dépenses de projets en amont et en aval des projets. C'est le Congrès qui se charge de tout ça. Donc aussi les membres du Congrès qui sont républicains. Et oui, qui sont républicains. Et encore une fois, toutes ces institutions... L'USAID, ça existe depuis très longtemps, donc il y a eu alternance aux États-Unis entre républicains et démocrates depuis des décennies. On voit bien que tout ça, quand même, est une orientation monocéphale. C'est très, très orienté avec
un aveuglement absolu sur tout ce que ces institutions ont pu avoir comme collaboration durant des séquences, soit trumpiennes quand Trump était au pouvoir, soit républicaines quand les républicains avaient même la majorité au Congrès. Et tu fais référence à la similarité entre l'USAID et les Twitter Files. L'autre similarité que j'ai vue et qu'on vient de voir aussi avec l'USAID, c'est la façon dont la complosphère française, Jean-Dominique Michel, Mariam Palomba, qui exprime le fait que c'est peut-être la plus grande révélation de l'histoire. Enfin bref, c'est toujours la plus grande révélation de l'histoire. Cette façon que finalement la complosphère française adopte finalement le narratif américain. Alors voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire à tous les deux cette histoire? Alors moi, ce que je trouve assez fascinant et symptomatique vraiment du moment dans lequel on vit, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de il y a un circuit d'information qui est en train de se consolider entre des gros tuyaux, si on veut, ou des cordons ombilicaux entre les États-Unis et la France. Les sujets qui commencent qui happent, disons, l'actualité américaine sont maintenant systématiquement exportés ou importés de notre côté par nos influenceurs conspi. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années, encore une fois, si on remonte à quelques, je dirais 5, 6, 7 ans, il n'y avait pas d'ailleurs, pour une raison toute simple, c'est que les conspis francophones ou français n'avaient pas forcément identifié les acteurs importants de la complosphère américaine. Il y avait un temps d'incubation. Il y a un temps d'incubation et je crois de familiarisation avec certains. Et donc, c'est pour ça que je parle d'une sorte de consolidation de circuits, de tuyauterie, de cordons qui commence à s'installer et se systématiser. Ce qui fait que maintenant, c'est chaque fois, c'est que dès que Trump ou Musk fait l'actu aux États-Unis, on sait, alors quand on parle de cette imagerie des moutons et des pigeons ou des moujons, suivant les terminologies utilisées par la complosphère, c'est quand même fascinant de les voir aussi systématiquement importer ces éléments de langage complotiste américain et de nous les régurgiter ici et au premier degré. Donc moi, c'est la complosphère française qui m'a, par exemple, relayé cette fameuse vidéo des acteurs hollywoodiens qui seraient allés et qui auraient été payés des millions pour aller en Ukraine. Moi, c'est par des commentaires francophones de consommateurs de conspis francophones que j'ai vu pour la première fois cette vidéo apparaître. Donc on voit qu'il y a une vraie, encore une fois, une consolidation, un épaississement de ce cordon de tuyauterie d'informations conspi américaines et françaises. Oui, alors tu parles de l'Amérique qui nous envoie ces théories conspirationnistes. Il y en a une qui est partie de France pour aller aux États-Unis et puis pour trouver une vie réelle là-bas. C'est celle selon laquelle Brigitte Macron est un homme. C'est à peu près le 3235e épisode de l'histoire. Et c'est toujours, cette fois-ci, Candace Owens, l'influenceuse conspi américaine qui entretient la flamme parce que maintenant elle a lancé une série, Becoming Brigitte. Donc elle a déjà diffusé 2 épisodes. Le premier a fait 2,3 millions de vues les premières 36 heures de son lancement. Et elle exploite le filon, elle en profite pour faire des appels aux dons et ainsi de suite. Et on voit bien ce que tu disais, c'était finalement cette porosité entre le marché de la complosphère américaine et le marché de la complosphère française, avec finalement des sujets qu'on s'envoie l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça vous inspire à tous les deux, cette porosité et finalement cette importance de la rumeur sur Brigitte Macron aux États-Unis? Alors, sur cette hybridation des complosphères américaines et françaises, l'épisode de Brigitte Macron, enfin les théories complotistes autour de Brigitte Macron, est absolument spectaculaire. Juste une note qui illustre, pour moi, à merveille cette fusion, c'est le fait que Candace Owens, elle-même, sur X, commence à tweeter en français. Elle a fait des tweets en français. À mon avis, c'est généré par intelligence artificielle. Probablement la traduction, c'est clair. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle a compris. Elle a tout de suite compris. Et l'audience, d'ailleurs, de ces tweets est phénoménale. C'est des dizaines de milliers de likes pour certains d'entre eux. Donc elle a touché vraiment le cœur de la complosphère francophone. Et donc, en parlant en français, donc elle sait bien qu'elle est sur un marché globalisé, bien sûr, mais qu'il y a une vraie, ce fameux cordon ombilical, là, il est encore plus spectaculaire parce que, là, comme tu le disais, là, on est quand même sur un phénomène très original, c'est que pour l'une des premières fois, la France est exportatrice de théories complotiste. Jusqu'à présent, on était plutôt importateur, bien sûr. Avec l'épisode le plus flagrant, c'est les QAnon. On était vraiment des consommateurs de seconde zone de quelque chose qui est irradié d'abord aux États-Unis. Là,
cocorico. Enfin, on a réussi. Enfin, on a réussi à exporter nos théories, une théorie conspi, qui est celle-là, et avec une trajectoire effectivement absolument folle. On m'aurait dit, au début de cette affaire... fin 2021. Fin 2021. Ouais. On en a parlé, franchement, des fois, j'avais avec des baguettes, parce que franchement, c'est la frange la plus claquée qui a vraiment relayé ça. C'est pas les médias les plus mainstream. Non, bien sûr. D'autres ont été précautionneux. Et même au sein de la complosphère, Même ça au sein c'est de pas la limité et du même tout. au sein de la complosphère, on a certains qui, et les très chargés, qui eux sont très distanciés par rapport à ça, parce qu'ils sentent que c'est quand même un peu énorme leur truc, quoi. Donc on m'aurait dit, encore une fois, il y a 1 ou 2 ans après, bon, quid de cette affaire, j'aurais dit, bon, shit. Ouais. C'est bon, on a fait le tour, ça va, ok. Ça, je crois qu'il y a ceux qui ont dû s'énerver se sont énervés. Maintenant, tout le flanc, ça va retomber un peu tout ça. Bah non, visiblement non. Et pas seulement pas retomber. Je crois que cette affaire n'a jamais eu autant d'audience depuis qu'elle existe. Même quand, au plus grand moment de la couverture de cette affaire en France, et il y a eu une couverture significative de ce délire. Pendant un moment, je ne me rappelle plus quand c'était, quelle période c'était, mais il y a eu pas mal de presse en disant voilà, il se passe un truc, quoi. Mais là, en termes d'échelle et de volumétrie, on est passé à un autre level. On est passé au level United States. Quand c'est les Amériques, les États-Unis, on est sur un autre niveau. Et donc, elle a réussi effectivement à capitaliser autour de ça et à générer, là pour le coup, des dizaines de millions en cumulé. Si on prend ces différentes plateformes, des dizaines de millions de vues là-dessus. Et ce qui est assez important, c'est qu'elle a une place particulière dans cet écosystème des complotistes d'extrême droite américains qui gravitent autour très grossièrement de la MAGA. Elle peut être aussi critique parfois de Trump, mais tout en étant quand même bien de la famille. Elle a une place significative dans l'univers ultra-conservateur américain, qui est aujourd'hui le centre du jeu de la politique américaine. C'est pas quelqu'un de périphérique. C'est pas l'équivalent. C'est pas le fait document chez nous qui a été l'un des principaux. Fait document qui a été le journal, enfin la lettre confidentielle d'extrême droite qui a révélé l'histoire. Brigitte Macron est un homme. Qui a essayé de consolider, disons, de mettre sur papier et d'argumenter, de mettre au propre. La pseudo-enquête de Natacha Ray. Voilà, la pseudo-enquête de Natacha Ray. Donc là, on est quand même sur des médias qui sont quand même franche, très marginale, très chargée. Là, on a quelqu'un avec Candace Owens qui est d'un autre niveau. D'une puissance différente, bien sûr. Je fais toute petite remarque sur Candace Owens, qui a une empreinte complotiste très significative. Et tu vas parler des dinosaures. Là, je peux pas. Mais pour dire quelque chose d'autre que ça, insister un peu là-dessus, mais elle a une empreinte complotiste traditionnelle, classique, je crois, sur le 11 septembre, sur d'autres sujets. Elle est très antisémite. Très antisémite aussi. Mais elle absorbe en gros le mainstream conspi traditionnel. Bon, elle a quelques particularités liées à ses croyances religieuses, notamment. Et elle a fait des vidéos expliquant clairement, donc elle était contre, elle pense que l'évolution telle que l'évolution darwinienne est une foutaise. N'existe pas, et elle ne croit pas aux dinosaures. Je pense que les dinosaures n'existent pas. Que les dinosaures, ça n'existe pas. C'est que étrangement, les os de dinosaures sont apparus uniquement quand les paléontologues ont commencé à exister, mais qu'avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'os. Et c'est donc les paléontologues qui ont inventé ces dinosaures, qui les ont fait, qui les ont détournés, etc. Bref. Dans un biolab, non? Ils les ont fabriqués dans un biolab. Dans un biolab. Là, ce qui me fascine avec juste ce fait-là, c'est que, en temps normal, dans un monde qui fonctionne, c'est quelque chose qui est disqualifiant. Si quelqu'un me dit « je ne crois pas aux dinosaures », je lui dis « ok, tu as le droit de croire ça, mais tout ce qui sortira de ta bouche à partir de maintenant sera frappé d'une forte suspicion de ma part. » Parce que si tu crois à ce genre de choses-là, ta mécanique dans ta tête fait que si tu me parles d'autre chose, je vais avoir beaucoup de réserves. Voilà. C'est ce que normalement, tout être normalement constitué devrait avoir comme posture vis-à-vis de Candace Owens. Or, ça ne la disqualifie aucunement. Et c'est fascinant de voir je ne sais pas comment marche cette dissociation mentale que peuvent avoir certains conspis qui vont dire oui, peut-être sur les dinosaures, c'est un peu too much, je la suis pas, mais par contre sur le reste, yes, il n'y a pas de souci sur le reste. Je vais manger ce qu'elle dit. On fait son marché, quoi. Et sans trop de distance critique, parce qu'il pourrait dire oui, je vais prendre ce qu'elle me dit, mais je vais quand même
vérifier quand même, ou vous trouvez d'autres arguments qui pourraient contredire ça pour essayer de peser la chose. Non, ils vont l'avaler. Ils vont vraiment absorber ça tel quel. C'est le symptôme Trotta. Avec un Trotta qui, honnêtement, pareil, là je redis la même chose. Il y aurait quelques années, on m'aurait dit Trotta, on me parlait de Trotta, on en rigolait de Trotta. Ça fait des années qu'on parle de Trotta, la Lune creuse. C'est Trotta, monsieur la Lune creuse, et on en rigole et on passe à autre chose. Mais quand je vois que Trotta devient un objet médiatique significatif, qui accélère par exemple les émeutes en Bretagne. En Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne. Oui, en Grande-Bretagne. Qu'il est l'un des principaux relayeurs de la désinformation qui alimentait ça. Que je découvre que ce Silvano Trotta devient un individu dont la presse est contrainte de parler du fait de son empreinte dans l'articulation, dans la projection de certains éléments d'actualité. Il est un élément significatif. On m'aurait encore dit ça il y a 2-3 ans, que j'aurais dit, mais jamais de la vie, vous n'entendrez Trotta ailleurs que dans nos bouches à nous, pour vous dire combien ce mec est complètement caricatural. C'est sûr. Sauf qu'il a maintenant, pareil avec cette dissociation que cette masse de consommateurs, de gens de la complosphère font de l'individu qui parle. La source n'a plus aucune importance. La source n'a plus aucune importance. Alors que la source est l'un des éléments essentiels qu'on doit tenir en compte pour estimer l'information à laquelle on est exposé, d'autant plus aujourd'hui, avec cette confusion informationnelle liée à cet écosystème travaillé par les réseaux sociaux. Cette information-là, c'est la source, est un élément essentiel pour estimer, encore une fois, le crédit d'une information. Bref, donc on en est là, et donc Candace Owens, on revient quand même un peu sur elle, donc a réussi à redonner un souffle, à feuilletonner. C'est ça qui est très important, elle a feuilletonné son épisode. Je crois qu'il y a plusieurs épisodes. Là, ils en ont diffusé 2, il y en a un 3e qui doit être diffusé cette semaine. Oui, et je crois qu'il y en a encore plusieurs. Il y en aura plusieurs, il y en aura plusieurs. Donc elle va évidemment feuilletonner ça. C'est extraordinaire. Le feuilletonnage est probablement le modèle d'agrégation d'audience et d'attention le plus efficace. Ça a toujours été, mais là, encore plus avec l'écosystème dans lequel on évolue. Et donc là, c'est absolument parfait. Là, pour elle, c'est vraiment absolument impeccable. Donc elle va évidemment feuilletonner, et avec, pour les quelques éléments que j'ai pu voir dans la série, un argumentaire qui est de l'ordre, qui est absolument maigre, absurde. À la fois absurde, mais qui est d'une maigreur absolument folle. En gros, la mécanique est la suivante, notamment pour certains des épisodes, je crois que c'est pour le 2e, ou peut-être même le 2e épisode, c'est en gros de dire, les Macron connaissent des gens qui ont eu des problèmes liés à la pédocriminalité, donc c'est un couple qui est en gros pédocriminel. Voilà, en gros, discrédit par association. Voilà, c'est tout. On accuse, voilà, c'est tout. C'est simplement, connaissent. Il y a par exemple quelque chose qui tourne beaucoup, notamment sur TikTok, mais qui buzz énormément. Autour de l'affaire Olivier Duhamel. Il y a d'abord l'affaire Olivier Duhamel, mais il y a aussi le bouquin d'André Gide. Donc il y aurait un bouquin qui était présent sur la photo officielle de 2017 de Macron. Alors ça c'est intéressant, parce que ça permet de parler d'un biais cognitif quand même chez les complotistes, qui est la surinterprétation, quoi. Parce que évidemment, sur cette photo officielle d'Emmanuel Macron, qui date je crois de mai 2017, donc son premier mandat, donc il est dans son bureau, et il y a des symboles autour, évidemment. C'est chargé de symboles, c'est pas fait pour rien. On se rappelle la photo de Mitterrand avec devant la bibliothèque de l'Élysée. Là, il y a 3 livres sur la table. D'un côté, il y a les Mémoires de guerre de Charles de Gaulle. De l'autre côté, il y a Le Rouge et le Noir de Stendhal et Les Nourritures terrestres d'André Gide, qui est l'un des bouquins favoris d'Emmanuel Macron. Il en a parlé plusieurs fois. Donc, évidemment, ça fait symbole. C'est fait pour être décrypté, pour être interprété. D'accord ? Simplement, là, ça devient, chez Candace Owens et chez ceux qui sont obsédés par cette question de la pédocriminalité, ça devient, ce signe-là, une apologie de la pédocriminalité. Pourquoi ? Parce que André Gide, par ailleurs, était notoirement pédophile, attiré par les jeunes garçons. Pas seulement, il a plein d'autres défauts, mais on ne peut pas lui enlever une chose, c'est que c'était un grand écrivain français, comme Stendhal. Bon. Donc, cette capacité à surinterpréter, ça peut être un trouble psychologique, qu'on appelle l'apophénie, de voir des signes partout. Elle est quand même très présente là aussi dans cette séquence. Voilà. Oui, et alors ce qui est quand même assez déroutant, c'est que je pense que les 3 quarts de ceux qui ont relayé ça n'ont pas lu
Gide ou ont découvert André Gide. D'ailleurs, j'en ai vu certains qui, vraisemblablement, n'avaient jamais entendu parler d'André Gide. Imposant. Enfin, bref. C'est une tendance sur TikTok, André Gide, en ce moment. Oui, alors apparemment sur TikTok, mais je l'ai déjà vu. En tout cas, c'est l'effet collatéral positif. Et je pense que Candace Owens aussi n'a aucune idée de qui était André Gide. C'est elle, encore une fois, n'a fait que absorber, a fait une sorte d'éponge à récit conspi, et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, hein, évidemment. Elle reprend essentiellement le travail de faits et documents, et de toutes ces petites miettes qui viennent composer un schéma à charge. Évidemment, ils ne vont chercher dans ces signaux faibles que ce qui peut, comme une peinture impressionniste, compléter le tableau qu'ils ont déjà en tête. Et l'idée, c'est évidemment que ce couple est diabolique et est inséré dans un réseau pédocriminel, et on est toujours sur les mêmes registres mythologiques de ces réseaux pédosatanistes sur lesquels on projette sur ce couple Macron. Et donc, elle est, donc on a vraiment dans ce moment-là, je trouve, aussi, peut-être, et là peut-être tu l'avais évoqué tout à l'heure, mais c'est un modèle économique. Bien sûr. Et là, c'est elle profite de chaque épisode pour faire un appel aux dons, pour essayer de récolter de l'argent, pour envoyer les gens vers sa boutique, pour envoyer des gens vers sa boutique. Donc c'est vraiment un écosystème, Candace Owens, autour de cette rumeur qu'elle a mis en place. C'est la recette avec Jones. Et c'est exactement ça. Et c'est quasiment une industrie. C'est un mode, en tout cas c'est un modèle d'acquisition d'audience et de transformation en fric qui marche extrêmement bien. Encore une fois, parce que la matière qui est travaillée est une matière à génération d'audience, que ce soit par l'indignation, que ce soit par le choc, parce que ce soit le scandale, ou parce que ça rentre dans la perception en amont, les préjugés que peuvent avoir tous ceux qui détestent les démocraties occidentales, ou tout ce qui n'est pas Trump, qui n'est pas Musk, Trump ou la magasphère. Tu me permets un pas de côté? Non, une petite échappée sur François d'Angléan pour rester. J'allais y venir, mais justement là-dessus. Non, mais vas-y, échappe-toi tout seul. Non, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a porté le mois dernier, Candace Owens, son soutien à un avocat français, François d'Angléan, qui est en fait l'avocat de Natacha Ray. On reste dans l'affaire. Natacha Ray, elle a été condamnée pour diffamation contre Brigitte Macron, etc. Et lui, François d'Angléan, d'abord, c'est pas un inconnu. Il est lié à la complosphère depuis très longtemps. Et là, il accuse la justice française, l'État, etc., de complot contre lui. Il explique qu'on a voulu lui voler son fils, parce que, en fait, son fils a été placé par un juge à l'aide sociale à l'enfance à un moment, pour des raisons qui me sont à moi inconnues. Il faudra avoir accès au dossier, mais à moins de considérer qu'il y a des gens dans la justice qui veulent absolument embêter ce monsieur. Bon, puis je crois que par ailleurs, son fils lui a été rendu depuis. Enfin bon. C'est l'avocat, ça a été l'avocat de Dieudonné. Bah oui, surtout, oui. Un des avocats de Dieudonné. Ça a été aussi l'avocat du Zorro Blanc, Stan Maillot. C'est-à-dire, oui, absolument. Rappelle-nous. Stan Maillot, je renvoie tout le monde à la notice sur ce personnage, qui est une sorte de croisée de la lutte contre la pédocriminalité sataniste. Totalement complotiste, au dernier degré, dans des proportions qu'on a du mal à imaginer. J'ai pas complètement sa biographie en tête, mais j'y renvoie tout le monde. Il a été condamné pour des choses qui sont pas nettes. Bien sûr. En tout cas, il a été condamné. Donc, il a eu besoin d'un avocat. Et ce qui est intéressant, c'est le chant de François d'Angléan, c'est que en 2014, il y a une procédure disciplinaire engagée contre lui par le barreau. Et on a les images qui avaient beaucoup fait parler à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans, en 2014, où il bordélise littéralement la séance disciplinaire, en volant le dossier d'ailleurs, et en empêchant que ça se passe. Et il faut voir qui y a dans la salle. Il y a Dieudonné dans la salle. Il y a Jo Le Corbeau, caricaturiste, dessinateur, graphiste pour, à l'époque, justement Dieudonné, qui avait fait tout un tas de montages à la fois antisémite et négationniste. Il y a également Pierre Panet, qui est une figure de la diodosphère. Voilà, donc c'est intéressant de voir ressurgir ce personnage, François d'Angléan, à la faveur de cette affaire. Et il faut noter que d'Angléan vient de demander l'asile politique pour Natacha Ray à un député russe, Piotr Tolstoï, parce qu'il estime être victime de procès truqués et de persécutions judiciaires. Et pour lui-même,
lui-même, il demande l'asile. Enfin, dans ce cas, il a expliqué qu'il allait faire des démarches pour aller aux États-Unis et demander l'asile à Trump et Musk. Voilà. Donc c'est là aussi personnage haut en couleur, François Léon. Et c'est quand même fou que bon. Encore la Russie. Comment est-ce qu'on part d'une affaire comme celle-là et on termine avec... On va s'échouer sur les rivages de la Russie. Avec l'idée que là, en gros, c'est la terre des libertés, quoi. La terre des libertés, c'est la Russie. Et là, il présente... D'Angléan présente sa cliente un peu comme une lanceuse d'alerte, un peu à la Snowden, quoi. Qui lui aussi est là-bas. Et en gros, l'idée, c'est que, évidemment, la terre des libertés, si on veut vraiment fuir la dictature de cet Occident qui dépérit dans le je sais pas si c'est le wokisme ou quels que soient les termes que veulent utiliser. Qui dépérit, quoi. Il est en train de dépérir, de façon assez globale. Eh bien, il y a un horizon lumineux, quelque part, qui est la Russie de Poutine. Et c'est quand même que ce réflexe-là soit vraiment profondément ancré dans la complosphère, de se dire, voilà, si j'ai un problème, c'est pas le seul, il y avait d'autres cas de gens qui avaient demandé, il y a plusieurs profils comme ça qui vont systématiquement demander l'asile politique chez Poutine. Avec toujours cette idée, encore une fois, que l'Occident est une dictature affreuse et horrible, et que l'horizon merveilleux, lumineux, c'est là-bas que ça se passe. Franchement, quel arc de trajectoire cette affaire, les embranchements, jusqu'où peuvent aller ces embranchements de ces affaires qui sont localisées, qui sont nées d'abord en France. Cette affaire Brigitte Macron est née en France. Quoi. Oui, dans Faits et Documents. Dans Faits et Documents. T'as qu'à relire sur Faits et Documents et un petit mot sur Faits et Documents. Vas-y, je sentais que tu avais envie de dire quelque chose sur Faits et Documents. Toute cette affaire, évidemment, a des tentacules qui va foyer différents espaces, et c'est quand même fou de voir tout ça se concentrer autour de cette affaire-là. Et donc, évidemment, Faits et Documents, qui est donc une étape essentielle de l'éclosion de cette affaire de Brigitte Macron, bien, Faits et Documents a aussi une généalogie, une sorte si on fait une génétique qui est assez fascinante et intéressante. Faits et Documents a été créé en 1996 par un dénommé Emmanuel Ratier. Et Emmanuel Ratier, qui est lui-même d'ailleurs était un grand animateur de la radio Courtoisie. Il avait une émission régulière, et où il était déjà à l'époque, il avait énormément de dossiers, qu'il essayait de faire des dossiers, des fiches sur des gens, il dénonçait beaucoup la franc-maçonnerie, les réseaux, etc. Machin. Mais ce monsieur-là est en fait un héritier à la fois spirituel et documentaire archivistique d'un autre monsieur qui s'appelle Henri Coston. Et ce monsieur, Henri Coston, est quelqu'un qui a été condamné en 1945 pour collaboration, et c'est quelqu'un qui avait été missionné par Pétain himself pour documenter le phénomène de la franc-maçonnerie. Ça a été un collaborationniste exalté, cet individu-là, et donc lui est, encore une fois, celui qui va fournir une base documentaire à Emmanuel Ratier, qui fondera Faits et Documents, et toute cette masse documentaire sera utilisée par Xavier Poussard, qui était à l'époque de la révélation de l'affaire Brigitte Macron, directeur de la publication de cette chose. Donc, Faits et Documents. De voir la trajectoire aussi de cette revue, qui sera un des chaînons du déploiement de cette affaire-là, de voir qu'elle peut aller foyer son histoire dans l'anti-maçonnisme ou l'anti-judéo-maçonnisme pétainiste de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même fou, quoi. Tout ça converge et vient dans cette soupe de récits conspi autour de Brigitte Macron. Et la boucle est bouclée quand Candace Owens interview Xavier Poussard sur sa chaîne YouTube. Et oui, parce qu'elle officialise ce média comme étant un média, elle le traite de journaliste, et elle présente auprès de ces millions de spectateurs américains Poussard comme un journaliste et Faits et Documents comme étant un média au même titre que les grands médias français. Libé. Oui. Exactement. Elle dit Faits et Documents, quel site. Une chose sur la généalogie de Coston, parce qu'il n'est pas seulement collaborationniste, il se pensait lui-même comme l'héritier d'Édouard Drummond. La frange juive, le plus grand antisémite français, antisémite politique français, auteur de la frange juive notamment, début 20e, absolument. Donc c'est intéressant, quoi, comme trajectoire. S'agissant de Poussard, on a fait un papier, j'y renvoie nos auditeurs, sur la manière dont Poussard a été débarqué de Faits et Documents, parce qu'en réalité c'est Alain Soral qui a repris en main Faits et Documents. Là, Poussard vient de lancer son propre site internet, voilà, à son nom. Donc on va voir, est-ce qu'il y aura un après Faits et Documents pour Poussard, quelle place il aura dans cet écosystème. On sait qu'il était soutenu par des figures de la complosphère, comme Borowski et d'autres.
Je pense à cet auteur, la Campagnol. Oui. Je ne sais plus quel est son nom exactement. C'est son identifiant sur X, voilà. en tout cas. Donc il y a une vraie fracture de la complosphère sur le cas Poussard. Il y a ceux qui le soutiennent et qui continuent à être dans la croisade sur Brigitte Macron est un homme, et puis ceux qui voudraient qu'on lève un peu le pied sur cette affaire-là, qui ont peur d'être discrédités par ça. Plutôt la ligne Soral, même s'il a joué avec ça, Soral. Je pense que Poussard, de toute façon, va essayer de capitaliser à mort sur la séquence Candace Owens. Donc il va essayer vraiment de profiter ça comme un pied d'estal pour pouvoir essayer de se projeter, se propulser avec le succès qu'on verra dans les mois qui viennent. D'ailleurs, il vient d'annoncer son retour, là, donc c'est pour ça aussi qu'il va essayer de prendre un levier de cette affaire. Complètement. Voilà. Est-ce que je voudrais juste revenir sur ce que tu disais, Tristan, sur les dinosaures là, et sur l'histoire de la source et ainsi de suite, et peut-être terminer par une question, je sais pas, peut-être plus philosophique, mais est-ce que c'est pas une crise du réel ? C'est-à-dire, est-ce que finalement le réel n'est plus le même selon qu'on est dans tel champ de l'intelligence artificielle, dans tel réseau social, ainsi de suite. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister complètement à une crise du réel ? C'est pas le réel qui est en crise en fait. Le réel il bouge pas, il est toujours. Non, mais une crise de ce qu'on appelle le réel. Oui, c'est ça que je veux dire. Perception de ce qu'on peut considérer. Oui, je crois. Enfin, oui, c'est-à-dire que c'est le relativisme en fait. C'est l'idée que chacun a sa vérité, que chacun évolue dans sa propre réalité. Il y a comment dire, il y a du vrai là-dedans, dans le sens où la réalité, elle peut évoluer, elle peut se modifier, voilà, par l'action, mais après, c'est ce qui est la réalité, c'est contre quoi on se cogne. Donc, le réel, c'est quand on se cogne, disait le philosophe. Exactement. Donc, à un moment, il est là, qu'on le veuille ou pas. Voilà, qu'on le reconnaisse pour ce qu'il est ou pas. Moi, je pense que la question du complotisme, elle est évidemment liée à la question du relativisme, et j'irais même au brouillage entre la fiction et la réalité. Et je pense que la fiction, et comment dire, les mass médias, le cinéma et Internet aujourd'hui, ont des effets très ambivalents. C'est-à-dire qu'à la fois, ça peut ancrer l'image, en tout cas le thème du complot dans la fiction, et en même temps ça nous le rend très familier. Et donc on peut avoir tendance, si on se laisse influencer par les œuvres culturelles dans lesquelles on baigne, les séries Netflix, Hollywood, etc., oui, ça peut influencer, contaminer notre perception du réel. Et on peut en arriver à se dire, peut-être que ça fonctionne vraiment comme ça. En tout cas, la complosphère se nourrit évidemment de l'imaginaire populaire. On a déjà fait des podcasts, on a certainement parlé là-dessus. Mais bon, oui, de façon plus globale, oui, là, on est sur le moment de la post-vérité. Ça fait en gros depuis 2016 qu'on est un peu sur ce registre-là. Mais clairement, il y a des changements de masse. De volumétrie, il y a des plaques tectoniques qui bougent. C'est dans ce sens-là que je disais crise plus oui, parce que là, je veux dire, il y a la question de la perception de la vérité, elle doit être comprise à travers la fabrique de l'opinion qu'on se fait des choses. Et cette fabrique de l'opinion, à travers quoi elle se fait de plus en plus ? Elle se fait à travers des espaces qui sont disruptés, pour employer un terme un peu mode, qui sont disruptés par quoi ? Par les modalités, dans la façon qu'on a d'acquérir ces datas, ces informations. Et évidemment, je ne vais pas revenir indéfiniment là-dessus, mais évidemment, cet écosystème que sont les réseaux sociaux bouleverse, en tout cas, les éléments, les récits par rapport au réel auquel on est exposé. Et dans ce marché concurrentiel, les paroles qui, elles, sont plutôt rationnelles, sont en concurrence défavorable avec les récits qui, eux, sont totalement freestyle et totalement open bar. D'abord parce qu'ils sont plus nombreux, sont plus faciles à faire, plus faciles à... Et puis ils bénéficient d'une prime évidente de sensationnalisme. Et de sensationnalisme. Donc le moment, en tout cas, n'est pas clairement pas favorable. Si on ajoute tous les facteurs qu'on vient de dire durant notre émission, notamment le fait qu'il y a une dérégulation en plus de ces espaces qui deviennent de plus en plus le vecteur à travers lequel la fabrique de l'opinion va se faire, notamment auprès des plus jeunes, si ça c'est dérégulé, qu'on a des acteurs de plus en plus actifs qui arrivent à agréger autour d'eux, grâce aux algorithmes, en plus une masse énorme, eh bien la concurrence est déloyale. Et donc la lecture du réel que eux, le récit qu'ils proposent du réel, a plus de dynamique que les maigres voix qui portent une position, disons,
rationnel par rapport à ce qu'on peut percevoir de ce qu'est la réalité. Tout est débattable. Le problème, c'est que dans les zones grises, il faut savoir s'orienter un peu là-dedans. Évidemment que d'apprécier la réalité de ce qui se passe, la réalité de ce que fait l'USAID, comme on en a parlé, c'est pas évident. Moi-même, je n'ai pas lu dans le menu tout le détail de tous les programmes. Oui, je dois l'admettre. Mais comme tu le disais, chaque année, ça a été voté par le Congrès des États-Unis, c'est-à-dire par des représentants. Donc, d'une certaine manière, c'est leur problème. C'est le problème de la démocratie américaine. Mais bon, voilà. En tout cas, le moment est à la grande confusion, et cette confusion n'est pas favorable à des structures comme la nôtre, par exemple. Alors, tu disais que le moment était à la confusion, juste pour vous dire que les théories du complot qui circulent à propos de l'épouse du président de la République, Brigitte Macron, ne sont pas sans incidence sur le réel. Le Canard enchaîné du 29 janvier dernier a révélé qu'un couple de jeunes Corses anti-vax avait décidé en 2024 d'indiquer dans des déclarations d'impôts qu'ils avaient à charge Monsieur Trogneux dit Brigitte Jean-Michel. Et il y a eu un imbroglio administratif et visiblement numérique qui a fait que le système fiscal administratif national a modifié l'identité de Brigitte Macron en la transformant en Brigitte Trogneux. Alors la première dame a découvert le poteau rose et a déclaré son abattement et son désarroi avant de porter plainte contre le couple. Donc comme quoi le complotisme a des influences sur le réel, que ce soit sur le passage à l'acte. Et là il y a quelque chose de malveillant en plus. Parce que c'est pas sur la base d'un changement d'identité proactive. C'est vraiment malveillant. C'est assez terrible et je trouvais que ça faisait une conclusion, mais une conclusion en tout cas à tout ce qu'on vient de se dire sur la question de la réalité. La rumeur peut à la fin influencer la réalité. Voilà, c'était la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci Tristan, merci Rudy. Merci. On se retrouve très prochainement avec un hors-série des conspirateurs avec David Colomb. Il sera certainement question d'ingérence russe, on y en reviendra certainement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission tous les trois. Salut. À bientôt.